Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore sur le canal 11e art, ce long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, on est en train de parler du groupe E et je suis avec ce bon vieux Tom Abadi. Comment ça va, Tom? Très bien, et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, là on est vraiment rentré dans l'euro. J'espère que les gens ont écouté ce qu'on avait fait dans les autres previews. Mais tout va bien de mon côté. Du coup, on l'a dit, aujourd'hui on va parler du groupe E. Et pour démarrer ce groupe E, Tom, t'es allé voir Sergueï du compte Mi-temps ukrainienne. On écoute ça tout de suite. Groupe E, Ukraine. Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle preview. Aujourd'hui, on est avec Sergueï pour parler de l'Ukraine. Parce que, l'Ukraine, c'est vrai que c'est une nation qui commence à monter un peu, qui évidemment est un peu dans toutes nos mémoires parce que la situation politique, etc., mais qui quand même enchaîne pas mal les tournois, notamment à l'Euro ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la campagne de qualification où c'est pas passé très loin d'une qualification directe plutôt que passer par les barrages? Exactement. Bah, écoute, je pense que l'Ukraine était quand même tombée dans peut-être le groupe le plus difficile, le plus relevé en tout cas, puisque tu avais l'Angleterre et l'Italie qui faisaient office de favoris et puis derrière tu avais la Macédoine et Malte qui venaient compléter le groupe. Donc on savait d'office que, ça allait être quand même compliqué. On se disait il y aurait peut-être une bataille avec l'Italie et finalement c'est vraiment ce qui s'est passé, où ça s'est joué vraiment à la dernière journée, le 0-0 à Leverkusen. J'y étais d'ailleurs. Donc effectivement, voilà, ça s'est joué à une différence de but, il me semble. Et puis derrière, après ce parcours en groupe qui était pas déconnant, hein, parce que mine de rien, tu vas chercher quand même un point face à l'Angleterre, un point face à l'Italie. Tu perds logiquement contre l'Angleterre à l'aller, et la défaite face à l'Italie, ouais, c'était assez serré. Mais sinon, enfin voilà, l'Ukraine avait assuré l'essentiel face aux autres nations, même si c'était pas brillant dans le jeu. Et puis ensuite, tu as les barrages et cette qualification qui se fait face à la Bosnie et en finale des barrages face à l'Islande, où tu es mené 2 fois sur les 2 matchs et tu arrives à revenir et à renverser. Donc en termes d'émotion, en tout cas, c'était à son maximum. Ouais, j'ai l'impression que l'Ukraine a un peu ce fighting spirit jusqu'au bout. Alors malheureusement, tu vois, les fins de match étaient peut-être moins maîtrisées contre le Pays de Galles il y a 18 mois pour Oui. le mondial, mais là au moins, vous êtes allé jusqu'au bout et on a le sentiment que ça allait passer quand même, malgré l'avantage qu'avait la Bosnie ou l'Islande. T'en juges comment un peu de cette campagne de qualification? Effectivement, en tout cas, en termes de mental, moi, je trouve qu'on a passé un vrai cap. Parce que je trouve que depuis, historiquement, l'Ukraine, depuis 91, tu sais, on est, je pense, la nation qui a raté le plus de barrages. Et finalement, à chaque fois, sur les matchs coup près, on se cassait les dents, parfois sur des équipes qui étaient moins fortes sur le papier. Le Pays de Galles, par exemple, je pense que sur le papier, voilà, il y avait quand même match et l'Ukraine était même peut-être favorite là-dessus. Donc, on avait tendance vraiment à flancher mentalement. Et je trouve que, en tout cas, ce qu'on peut ressortir de cette équipe, après, c'est aussi la situation peut-être actuelle du pays qui fait que les joueurs ont peut-être gagné un peu sur ce côté mental-là, en tout cas. Ouais, je pense que vous vous battez un peu avec l'Écosse pour cette malchance en qualification, en barrage. On va pouvoir parler un peu du coach. Alors, Rebrov, ça fait un peu, une semaine près, ça fera 1 an qu'il est là. Tu juges comment un peu ses tactiques, sa gestion un peu du groupe? Est-ce que tu penses que ça peut permettre de continuer d'avancer après avoir eu plutôt quelqu'un comme Shevchenko ou d'autres anciennes légendes à la tête de la sélection? Écoute, moi, je suis assez dubitatif pour l'instant sur le travail de Rebrov. Bon, on revient sur le côté mental, ça, on peut pas lui enlever, parce que pour le coup, on a été mis à mal plusieurs fois, même face à la Macédoine, et à chaque fois, il y a eu une réaction. Donc là-dessus, il y a rien à dire. Après, je suis assez dubitatif sur la mise en place tactique, en tout cas. Il est arrivé en sélection, il n'a pas révolutionné ce qu'il y avait déjà avant. Donc, il est resté sur le fameux 4-3-3 qu'on connaît en Ukraine depuis plus de 10 ans, depuis l'époque Yarmolenko, Konoplyanka, avec les deux ailiers sur le côté et puis tu as une pointe devant.
avec une pointe basse au milieu de terrain et puis deux joueurs un peu plus haut qui jouent le rôle de 8 et un qui peut monter un peu plus haut et se rattacher un peu plus aux trois attaquants de devant. Donc rien de révolutionnaire sur la mise en place sur le terrain. Moi, je trouve que par rapport aux joueurs et en tout cas à la qualité technique qu'on a dans l'équipe aujourd'hui, je trouve que c'était quand même assez décevant. J'ai parfois été aussi un peu frustré de, de, de sa prudence dans certains matchs où parfois il avait tendance même à venir bétonner. Par exemple, le match face à la Macédoine du Nord, on mène 1-0 et puis il vient bétonner à 10 minutes de la fin. Il rajoute un troisième défenseur central pour faire une défense à 5. Bon, finalement, on marque un deuxième but, mais honnêtement, je trouve que par rapport à la qualité qu'on a, alors peut-être que j'en demande trop, je ne sais pas, mais par rapport à la qualité que l'équipe a, je trouve que il n'a pas tiré le meilleur de cet effectif encore. OK, bah, justement, cet effectif-là, alors il est un peu montant. Il faut dire que comme une sacrée génération qui monte au fil des années, qu'individuellement, on commence à les connaître, hein, Dovbyk, notamment, qui a une super saison à Gérone. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des forces et des faiblesses, généralement, de cette équipe-là? Alors, la grosse force, moi j'ai envie de te mettre en avant quand même le milieu de terrain dans son ensemble, mais c'est vraiment sur la qualité technique. Tu as des joueurs comme Zinchenko qui lui joue toujours au milieu de terrain, même si Zinchenko, pareil, j'aurais pas mal de choses à dire là-dessus, mais on connaît le joueur que c'est, on sait que techniquement, balle au pied, c'est un excellent joueur. Tu as à côté un autre qui s'impose aujourd'hui, qui commence à faire parler de lui, c'est Soudakov, qui joue au Shakhtar Donetsk, qui est peut-être l'une des pépites du football ukrainien, qui est de la même génération que Mudryk, qui a fait ses classes au Shakhtar avec Mudryk. Et voilà, honnêtement, j'ai pas envie de te le vendre, mais garde un œil là-dessus lors de cet Euro. Ça peut vraiment être la belle surprise de cet Euro. Derrière, tu as des joueurs que tu peux toujours faire rentrer. Tu as un Malinowski qui est pas un mauvais joueur. Tu as Brashko qui peut jouer numéro 6, qui est inconnu lui pour le coup. Il joue au Dynamo Kiev, un jeune joueur. Mais c'est un 6 qui a quand même du ballon. Donc j'ai vraiment envie de te mettre ce côté ouais, milieu de terrain où tu as vraiment de la qualité technique. Après, si on doit parler des faiblesses, paradoxalement, j'aimerais te sortir la défense. Pourtant, la défense, elle est autour de Zabarnik, qui a fait une superbe saison avec Bournemouth. Mais à côté, tu regardes sur les 11 matchs qu'on a joués lors de ces qualifications, plus le match amical face à l'Allemagne, tu prends quand même 13 buts sur les 11 matchs. Tu as seulement 3 matchs où tu n'encaisses pas de buts et c'est face à Malte, à la Macédoine et face à l'Italie, le fameux 0-0. Euh, voilà, à côté de Zabarni, tu as un Matvienko qui est pas forcément très rassurant défensivement, même si à la relance, etc., c'est un super joueur avec un beau pied gauche. Et puis sur les côtés, sur les ailes, en termes de latéraux, Mikolenko, moi je suis pas un grand fan. Je trouve pas que ça soit un top joueur. Et de l'autre côté, tu as Konoplia qui est bon offensivement, mais très très limite défensivement aussi. Donc le côté défensif, je pense que c'est quand même la faiblesse de l'équipe. Bah, écoute, ça permet de se pencher un peu plus peut-être sur les joueurs à suivre. Alors, tu as parlé de Soudakov qui effectivement fait partie un peu, moi en tout cas, de mes chouchous à suivre cet été. Est-ce que ça peut peut-être venir des joueurs offensifs, la star un petit peu à suivre cet été? Je parle notamment de Dovbyk, mais qui sera peut-être pas forcément prioritaire en titulaire en tout cas. Je sais pas, la compétition avec les neufs a l'air assez rude. Non, je pense qu'il le sera. Je pense qu'il le sera. Après, l'Ukraine se cherche un serial buteur. On n'en a plus depuis l'époque de Shevchenko, clairement. Bon, le niveau est Ça a haut, beaucoup hein. tourné. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais on n'a pas retrouvé de buteur qui a joué sur la durée en sélection. On a tourné au fur et à mesure des années avec les Ozulia, etc. Tu as eu une époque Yaremchuk qui a mis quelques buts, mais qui n'a pas forcément été un grand buteur non plus dans la sélection. Et Dovbyk, il réalise une superbe saison avec Gérone. Juste avant, il avait fait une superbe saison avec Dnipro. En sélection, pareil, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on n'arrive pas forcément à le trouver. Il arrive pas aujourd'hui à se démarquer comme il le fait en club. Maintenant, j'espère vraiment que ça viendra avec cette compétition-là. Et je pense que là, il a en tout cas emmagasiné le maximum de confiance qu'il pouvait avoir avant ce type de compétition. Yaremchuk,
il a fait une très bonne entrée face à la Bosnie, mais pour moi, c'est un joueur qui a plus forcément les capacités qu'il avait avant. Et puis derrière, tu as le troisième qui est Vladislav Banat qui sera là et qui sera plutôt une alternative parce que Dobbik et Yaremchuk, c'est plutôt des joueurs pivots et lui est un peu plus mobile pour le coup. Bah, écoute, ça va permettre de suivre pas mal de joueurs qui seront peut-être plutôt convoités cet été, je pense. Il y a quelques-uns dans cette liste qui clairement, s'ils font un bon tournoi, ça va pouvoir partir peut-être de leur club actuel. Et justement, on peut se pencher un peu sur l'objectif un peu cet été. C'est un groupe avec la Roumanie, la Slovaquie et la Belgique. Donc c'est un peu homogène, notamment avec une génération belge peut-être un peu en déclin. Quel est l'objectif clair de l'Ukraine? C'est d'atteindre à nouveau les quarts de finale comme il y a 3 ans, avec peut-être une meilleure performance en quart de finale à espérer que malheureusement la grosse défaite contre l'Angleterre à l'époque. Oui, alors moi je te rejoins complètement sur le fait que c'est un groupe tout à fait homogène. Je le pense réellement et je pense que ça honnêtement, on pourrait très bien se battre avec la Belgique pour la première place, comme on pourrait, se ramasser, si on venait à faire une mauvaise, première performance contre la Roumanie. Parce que je trouve que le calendrier est plutôt bon pour l'Ukraine, mais j'ai toujours en tête le spectre de 2016 et l'Euro complètement raté. Après, il y avait des raisons aussi à cela, mais voilà, on était pareil dans un groupe qui était largement abordable à l'époque et on était sorti de ce groupe en étant la première équipe éliminée de la compétition avec 0 but marqué. Enfin, ça avait été une vraie catastrophe. Donc, je pense réellement que c'est un groupe qui est abordable. Maintenant, il va falloir vraiment prendre ce premier match comme il le faut face à la Roumanie. Maintenant, on a aussi un peu du mal à se projeter parce que la Roumanie a l'air d'avoir fait une belle qualification, mais on ne sait pas réellement ce que ça vaut. Euh, donc, on va voir. Officiellement, Shevchenko a déclaré là, il y a 48 heures, que l'objectif de l'Ukraine, c'était de sortir des groupes. C'était le seul objectif. Moi, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, ça ne serait pas déconnant, effectivement, d'aller chercher un quart de finale comme ça avait été lors de l'Euro 2021, pour le coup. Après, tout dépendra du plateau, comment ça s'alignera, parce que si tu tapes la France en huitième ou voilà, ce type d'équipe-là, bah, tu sais que ça va être un peu compliqué. Après, ça dépend, tu vois, à l'Euro 2021, bah, tu étais tombé sur la Suède et pour le coup, c'était une vraie opportunité pour l'Ukraine de passer sur le tour suivant. Tom, du coup, vu que toi, tu es allé rencontrer Sergueï de mi-temps ukrainienne, qu'est-ce que tu penses de cette équipe ukrainienne En vérité, moi, j'aurais envie qu'on puisse discuter un peu du contexte, de comment est-ce qu'elle va aborder cette compétition, parce que forcément, c'est pas un pays qui est comme les autres en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Au moins, je pense que sur le terrain, ça reflète assez bien cette identité ukrainienne qu'on découvre depuis 2 ans. C'est-à-dire très, très motivé d'aller jusqu'au bout, de se déchirer. Voilà, on l'a vu notamment sur les barrages où ils sont menés à 10 minutes de la fin sur les 2 matchs. Ils vont se déchirer pour aller se qualifier. Donc, il y a vraiment ce truc d'unité ukrainienne qu'on voit, qui était déjà le cas avant, évidemment, mais qu'on le voit d'autant plus sur la scène internationale depuis 2 ans. C'est une équipe avec plein de talents, avec notamment beaucoup de joueurs qui jouent en première ligue aujourd'hui, hein, Modric notamment. Donc voilà, c'est une équipe qui a bien progressé, qui est bien encadrée aujourd'hui entre Rebrov comme coach et Shevchenko comme président de la Fédé. Donc il y a des belles choses à voir avec cette équipe-là qu'il faudra absolument suivre cet été. Tout à fait, et du coup, on les suivra comme les autres membres de ce groupe. Et pour parler des autres membres de ce groupe, encore une fois, Tom, c'est toi qui es allé rencontrer Alex du compte Foot Roumain, pardon, et on écoute ça tout de suite. Groupe E, Roumanie. Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle preview. Alors aujourd'hui on est avec Alex pour la Roumanie du compte Foot Roumain et notamment avec cette belle équipe de Roumanie qui arrive avec comme une belle performance en qualif, en finissant premier de son groupe devant la Suisse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période de qualification qui était quand même assez significative? C'est ça, bah écoute, forcément on a tous été un peu surpris de terminer invaincus. C'était pas gagné au départ quand on donnait, je veux dire, tout le monde, la presse roumaine, les observateurs donnaient la Suisse largement favorite de cette poule, notamment vu ses performances récentes en compétition internationale. Maintenant, on a su
On a su faire le dos rond, faut le dire, à la fois face aux Suisses et quand on a eu un peu des petits problèmes face au Kosovo ou Israël sur des périodes de séquences de matchs. Maintenant, faut pas non plus, comme on dit en roumain, se saouler avec de l'eau plate, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore corriger, notamment en défense, même si je sais que ça peut surprendre compte tenu des stats en phase de qualification. Maintenant, c'est très difficile de voir cette équipe, d'anticiper ce qu'elle va faire à la compétition, parce qu'encore une fois, la poule était assez homogène. C'était pas la plus relevée des qualifications. Et Belle victoire contre la Suisse quand même. belle victoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire, c'est que le match aller a été catastrophique. Le 2-2, j'ai rarement vu l'équipe de Roumanie jouer aussi mal. Il y a eu comme un coup de chance, un peu de magie qui est arrivé dans les dernières minutes avec une double entrée qui a tout changé. Morutsan, double passeur, Mikhail, double buteur dans les arrêts de jeu, qui arrive très rarement. Mais ça a été un peu le déclic. C'est là où on a compris qu'il y avait un esprit voilà, qui habitait un peu ces joueurs-là. Maintenant, le match retour a aussi été assez compliqué parce que même si les Suisses ont été assez quelconques, il y a eu certaines situations, notamment Vargas qui en a eu une ou deux, que Moldova, notre portier, a dû sortir. Donc voilà, faut pas non plus prendre pour argent comptant et se dire que c'est ça y est, on a battu la Suisse, donc le statut change. Non, le statut reste le même. Il faut avancer masqué. Je pense que c'est notre seule force véritable. Voilà, le groupe est la force d'avancer masqué, parce que quand on est favori, à chaque fois, on s'écroule. Ça a toujours été le cas depuis 94. Donc maintenant, on verra directement. On rentre dans le bain contre l'Ukraine, une équipe qui nous ressemble un peu en termes de profil. Voilà, des ailiers performants en sélection, une équipe de dernière minute de money time. Donc on saura très vite ce qu'on peut viser dans cette compétition. Ouais, exactement. Et donc, on va parler un peu du coach, Edouard. Alors, je vais même pas, je sais pas si tu veux essayer de mieux le prononcer que moi. Iordachnu, Eduard Iordănescu. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est arrivé à la tête de la sélection. Ça. Comment est-ce qu'il est perçu au pays? Est-ce qu'il a un peu des principes tactiques dont tu pourrais nous parler un petit peu pour qu'on ait un peu un avis général de comment joue cette équipe roumaine? Alors, ça ne t'aura pas échappé après quelques recherches, c'est le fils d'Angel Iordănescu qui est le grand sélectionneur de la Roumanie 94. Donc voilà, quart de finale de Coupe du Monde. C'est aussi lui qui était revenu en 2016. Bon là, ça s'est fini un peu en eau de boudin du coup avec cette élimination contre l'Albanie au dernier match de poule. Mais voilà, bon écoute, son arrivée est accueillie un peu en scepticisme parce que forcément, Roumanie, népotisme, fils de, sans réelle référence non plus à niveau de club, même s'il a été champion avec Ceferet. C'était, moi j'étais quand même ouvert parce que disons que les expériences précédentes ont été mi-figue mi-raisin pour diverses raisons, même si voilà, on avait quand même un coach Virel qui était très intéressant au point de vue gestion de groupe, et on sentait un développement tactique un peu auquel les joueurs commençaient à adhérer. Donc c'était un peu pas un retour à zéro, mais c'est comme si on revenait un peu en arrière, on se lançait dans l'inconnu. Maintenant, sa campagne, enfin, comment dire, son début de mandat était très mauvais parce qu'on perd quasiment tous les matchs amicaux. Offensivement, on est totalement anémique. Mais ensuite, voilà, après la campagne désastreuse de Nations League, où on a rétrogradé en Ligue C. On se fait quand même taper par le Monténégro à domicile 3-0 avec un triplé de, je crois que c'était Mugocha, enfin, c'était un joueur qui volait en Corée du Sud. Donc autant dire que ça fait mal. Mais on a surpris en qualification parce que Iordănescu est quand même un meneur d'hommes. C'est un peu ce qui circulait sur les insights offerts par la fédération, parce que voilà, il y a aussi de la progression au niveau de la communication avec le public. La fédération nous a montré un peu ce qui se passe dans le vestiaire. Et il est très, voilà, il sait vraiment parler à ses joueurs. Maintenant, tactiquement, on va pas non plus vendre monts et merveilles aux suiveurs extérieurs. La Roumanie ne s'avance pas vraiment comme un monstre tactique. Déjà, la Roumanie n'est pas une équipe de possession, c'est tout ce qu'il faut savoir. Elle n'a jamais été, même à son apogée en 94. Plus avant, si tu veux, dans les années 70, mais ça, c'était une autre époque. Donc, on va parler de l'époque qui compte vraiment. Les préceptes, c'est un peu long ballon, voilà, à l'abattage, avec devant un attaquant qui est plutôt bagarreur, un profil comme Puskás, ou alors un Alibek qui est
est plutôt combinatif avec ses ailiers. Compte beaucoup sur la fin de match parce que de base, on est une équipe qui s'essouffle assez vite. Donc après l'heure de jeu, voilà, tu as souvent des joueurs sur les rotules, y compris en début de qualification, c'était assez marquant contre la Biélorussie. Après 1 heure plutôt maîtrisée, on finit le match de manière compliquée. Mais à chaque fois, ce qui fait du bien, c'est les changements. Voilà, c'est-à-dire que c'est un coach meneur d'hommes et un coach qui sent les coups plutôt bien. Toutefois, il faut mentionner qu'on a perdu notre meilleur passeur en phase de qualification, Olimpiu Murutsan, qui est un gros coup dur, y compris pour le sélectionneur qui appréciait beaucoup son profil de super sub. On en a d'autres, mais voilà, c'est un sacré gros coup, en tout cas pour l'animation offensive, sachant qu'on joue en 4-3-3 quasiment exclusif, qui passe parfois en 4-1, 4-1, mais jamais en 4-2-3-1, alors que, voilà, historiquement, je veux dire, on est un pays avec des vrais numéros 10, mais Edouard, lui, est buté borné dans son 4-3-3. Et justement, Mathieu, pour nous parler un petit peu plus de cet effectif-là, qu'on connaît peut-être pas très très bien en France. Évidemment, on a vu passer l'arrivée de Dragoshin à Tottenham. Bon, alors pour le nom plus que pour le personnage, j'ai cru comprendre que le descendant de Hadji, voilà, ça fait partie au moins du nom, pas forcément un rôle, mais tu pourras nous dire un peu s'il a un grand rôle en sélection. Et est-ce qu'il y a d'autres noms un peu importants dans cette sélection roumaine? Alors moi je dirais donc les cadres de la sélection qui vont partir titulaires ou pas d'ailleurs pour cet Euro. Je citerai le gardien moldovan qui est le remplaçant d'Oblak à l'Atlético, qui a toujours pas pu disputer un match officiel parce qu'on connaît Diego Simeone. Voilà, il y a le Belge Vermeeren qui a eu plus ou moins le même problème, même si lui il a été titulaire au dernier match de Liga. Moldovan, c'est le gardien qui s'est tout simplement imposé. On en attend d'autres peut-être, mais voilà, gardien au profil atypique. Il a un plus par rapport aux autres gardiens roumains, c'est que lui, il est plutôt pas mauvais sur les sorties aériennes. On a des très bons gardiens en général, mais voilà, ils ont tous à peu près le même problème, c'est-à-dire que sur la ligne, ils assurent, mais dès qu'il faut monter un peu en l'air ou sortir sur les corners, c'est plus compliqué. Voilà, ils interprètent parfois un peu moins bien les situations. C'est le cas de Radu, par exemple, qui n'ira pas à l'Euro parce qu'on sait, voilà, si vous avez vu un peu, il est 3e gardien à Bournemouth, donc il sort de l'équation. Donc voilà, Moldovan, je dirais que c'est le premier à mentionner. Sinon, Dragoshin, forcément, voilà, qui arrive en patron de la sélection en défense, qui est déjà incroyable à son jeune âge. Donc lui, c'est vraiment un des rares joueurs qui, à l'heure actuelle, peut s'imposer dans un grand club à l'avenir. Et sinon, voilà, il y a Ratio aussi, le latéral droit, qui est remplaçant Rayo Vallecano, mais qui est le chouchou un peu du public roumain, parce que c'est un joueur issu de la diaspora, parce que il a un jeu extrêmement énergivore, il se donne toujours à fond, j'ai pas un seul mauvais match en tête de lui en sélection, il est extrêmement complet, voilà, il a ce côté un peu comment dire, un peu taureau à l'espagnol justement dans l'arène, voilà, la corrida, donc un joueur très important. Sinon, on peut aussi, je citerai pas le capitaine Stancho parce que pour moi, il a jamais été au niveau en sélection. Donc plutôt envie de parler des ailiers, que ce soit Dennis Mann qui à mon avis sera le porteur de nos espoirs en attaque parce qu'il sort de sa meilleure saison en carrière, parce qu'il est sur les tablettes de grands clubs comme le Napoli, comme Dortmund, donc il a tout intérêt aussi à sortir une grande compétition. De toute façon, il est à l'âge de la maturité maintenant. Je pense que c'est lui là un peu la star montante qu'il faudra surveiller cet été. Oui, voilà. Après, bien sûr, encore une fois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la Roumanie, il y a souvent beaucoup de joueurs qui percent un peu plus tard que dans les pays voisins comme la Croatie, comme la Serbie, voilà, pour diverses raisons de mentalité ou autres. Donc, Dennis Mann, voilà, hein, je pense que ça sera lui qui va porter l'équipe au point de vue offensif. Et son backup à cet Euro, en tout cas celui qui est considéré directement comme son remplaçant, même s'il peut évoluer à d'autres postes, c'est Yanis Hadji, justement. C'est le fils de Djiko Hadji. Et lui, il est très important aussi pour notre sélection parce que ça fait un peu plus d'1 an et demi, je dirais, le moment où il est devenu important. Voilà, il a commencé à être décisif. Il a certes pas souvent beaucoup de temps de jeu, parfois sur 15-20 minutes. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'il a à la veste, hein, même si j'ai envie de dire c'était encore pire en Espagne son temps de jeu. Mais tant qu'il est bon en sélection, j'ai envie de te dire, voilà, parce que j'ai parlé avec pas mal de gens qui me disaient ah oui, je m'attendais quand même à plus. C'est sûr que c'est pas le Yanis Prime de l'Euro Espoir 2019, voilà, qui était bien fit, qui était pas gonflette, salle de muscu, basic fit, quoi. Mais c'est un joueur ambidextre extrêmement important.
Certes, il a pas de coup de rein, mais voilà, il a toujours cette qualité de passe forcément assez native, cette vision aussi qui l'aide beaucoup et voilà, par une frappe de loin, par une passe cachée, il pourra toujours, débloquer une situation. Donc c'est un joueur très important en super sub du coup. Voilà et forcément, pour finir, bah, je dirais, l'ailier gauche Valentin Mikhaila, l'autre joueur de Parme. Je sais pas si on sait pas s'il sera titulaire. Généralement, c'était, soit lui, soit Coman. Mais en tout cas, il est beaucoup plus performant en sélection que Coman. Donc je pense que voilà, notamment contre la Belgique, je pense que c'est lui qui va démarrer. Top. Et bah justement, on va pouvoir clôturer un peu tout ça sur les espoirs que tu te fais et que la nation se fait cet été. Tu as dit qu'il démarre contre un adversaire plutôt, bon, certes coriace parce qu'il a commencé à avoir un peu d'expérience avec l'Ukraine, mais au moins similaire. Et puis après la Belgique et enfin la Slovaquie. Est-ce qu'il y a une place à aller chercher, même une deuxième ou plus logiquement, je pense, une troisième place qualificative? Oui, oui, moi je suis assez optimiste. Alors ça va peut-être être étonnant comme ça, mais plus la compétition approche, plus je sens qu'on est capable de faire un coup. J'ai l'impression aussi sur ce que nous montre la fédération, que ce soit en interview ou même sur les séquences de jeu à l'entraînement un peu. Je vois des joueurs un peu concernés. Voilà, on est moins sous pression que d'habitude, bizarrement peut-être. Euh, Peut-être aussi du fait du nouveau statut un peu de l'Ukraine. Moi, je pense qu'on peut accrocher une deuxième place. Je pense même qu'on peut être invaincu sur la phase de poule. On peut aussi tout perdre, hein, c'est la Roumanie, mais je le sens plutôt bien. Voilà, tout dépendra forcément du premier match. Si on le perd et qu'on enchaîne directement avec la Belgique derrière, c'est pas la même mayonnaise. Mais je pense qu'on perdra pas ce premier match. Le match qui me fait le plus peur à chaque fois, c'est le dernier, parce que c'est l'adversaire supposé le plus faible, parce que nous, à chaque fois, on a des problèmes contre ce genre d'adversaire-là, qui défend très bien, parce qu'ils ont un taulier, ils ont Skriniar, il n'y a pas que Skriniar, il y a Hanchko, il y a Lobotka, il y a Bojenic, voilà, il y a aussi un dernier rempart, que ce soit Rodak ou Dubravka, donc ça va être compliqué. Maintenant, je pense que, voilà, moi, je vais miser sur une deuxième place, et je vais me risquer à dire qu'on termine invaincu sur la phase de poule, voilà. Et c'était très intéressant. Merci Alex. On le remercie encore, comme tous nos intervenants qui à chaque fois participent à ces previews avec nous. Tom, du coup, bah, je te repose la question, hein. C'est assez simple vu que c'est toi qui as fait encore une fois cette interview. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la Roumanie et de ses chances dans ce groupe? Bah, c'était assez surprenant en fait de les voir se qualifier parce que c'est vrai que c'est un peu le désert pour la Roumanie depuis l'Euro 2016 et même encore là, c'était pas forcément très fameux. Ils ont fini première de leur poule de Caïf, qui était aussi très surprenant, mais vraiment avec une grosse cohésion d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas non plus l'équipe avec le plus de talent, même si bien sûr on verra qu'il y a le petit-fils Hadji qui est là-dedans, mais c'est pas forcément le plus talentueux de cette génération. Mais voilà, c'est une vraie truc très cohesive qui n'a pas forcément d'énormes qualités non plus, mais qui va pouvoir peut-être faire mieux que juste dernier avec aucun point. Et j'espère franchement qu'ils peuvent avoir récupéré quelques points par-ci par-là et peut-être aller chercher une troisième place. Bah, on leur souhaite, on leur souhaite, on leur souhaite. Et qui dit troisième dit qu'ils ne seront pas premiers, puisque forcément le favori de ce groupe, on le devine, c'est la Belgique. Et pour parler de la Belgique, c'est notre ami Alex Anou qui est allé rencontrer Sacha Tavolieri. On écoute ça tout de suite. Groupe E, Belgique. Je te propose de faire un petit retour en arrière. On a quitté la Belgique avec une piteuse illumination à la dernière Coupe du Monde. On se rappelle de la défaite contre le Maroc et du match nul contre la Croatie. Ouais. Il y a eu des embrouilles dans le vestiaire, un coach qui a lâché, qui a quitté le navire, qui semblait complètement dépassé. Est-ce que tu peux un peu nous réexpliquer ce qui s'est passé depuis? Comment est-ce que l'équipe a réussi à se ressouder, le départ des cadres et la qualification pour cet Euro? Bah oui, c'est un peu, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs choses que le sélectionneur avait dites quand il est arrivé en fait, au sein de l'équipe nationale et dont il s'est un petit peu, je dirais, trahi en fait, au fil du temps. Donc en fait, il faut reprendre les choses dans le contexte tout en disant quelque part à ceux qui vont écouter qu'il ne s'agit pas nécessairement de la réalité ou en tout cas que ce n'est pas comme ça que ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'on nous a vendu une histoire qui en fait finalement était un peu, bizarre. C'est-à-dire que l'idée de Domenico Tedesco quand il est arrivé, c'était véritablement de créer son groupe sur base d'une équipe qui se devait vraiment de créer la transition avec l'énorme génération Martinez qui était devenue une génération flop. On va pas se mentir parce que
effectivement, la Coupe du monde 2022 est restée en travers de la gorge de tous les Belges. Il fallait véritablement passer l'étape, passer le cap et aller sur une autre énergie, en fait, tout simplement. Et Domenico Tedesco s'inscrivait dans ça, lui-même étant un joueur un entraîneur très jeune. Donc il y a déjà cet état d'esprit totalement différent, une manière de jouer au football qui, selon les cadres, en tout cas les mecs de la fédération, était relativement, je sais pas comment t'expliquer si tu veux, semblait plus collé à l'identité des joueurs en place et qui allait faire fleurir cette génération-là, c'est-à-dire les Arthur Théâtre, les Mamadou Nana, etc., dont on a vu quelque part les premiers prémices déjà à la Coupe du Monde 2022. Et donc l'état d'esprit, il était de dire il faut qu'on crée une identité d'équipe avec déjà ces jeunes-là. Maintenant, quand on voit les résultats, et maintenant que tout le monde connaît la liste, la présence notamment d'un Axel Witsel en défense centrale, le fait que Vertonghen soit toujours là, bon ça, Domenico Tedesco ne s'est jamais traduit sur ce besoin d'expérience, il l'a renforcé avec sa liste de 25 et donc l'arrivée de Axel Witsel. On peut quand même se poser des questions parce qu'au départ, il dit qu'il avait fait un choix important de mettre de côté Witsel. Ensuite, je pense qu'il a un problème défensivement, vraiment, et qu'il n'a pas réussi à trouver les ajustements qu'il souhaitait parce qu'il a peur et je pense qu'il voit comme nous les défaillances d'une défense face Vertonghen. Et donc il s'est dit, ouais, mais en fait, le mec, il fait quand même une masterclass en quart de finale de la Ligue des Champions. Si je le prends pas, j'ai quand même un peu l'air d'un con. Voilà. Mais le problème, c'est que derrière le process qu'il a mis en place, va tuer dans l'œuf toute une série de prospects qui auraient mérité d'être là, notamment Connie de Winter. Bon, la question se pose moins pour Hamid Al-Dakil, le défenseur central de Burnley, mais parce qu'il est blessé tout simplement, donc il n'aurait pas pu y être. Mais voilà, il y a dans cette nécessité-là peut-être aussi un problème que Tedesco n'a pas réussi à résoudre et qu'aujourd'hui il est en train de pointer. Mais tout au long de ses qualifications pour l'Euro, il a été excellent. Je crois que la Belgique a fait 2 matchs nuls ou 1 match nul et le reste a gagné tous les matchs de qualification. Donc il y a aujourd'hui une performance qui a été vraiment à souligner au niveau des chiffres et au niveau de ce qui a été proposé, même si la qualité des adversaires était évidemment beaucoup, beaucoup plus faible que les Diables Rouges en qualification. Mais aujourd'hui, c'est le moment de vérité. On ne met pas vraiment une pression parce qu'en Belgique, on le sent véritablement comme une transition. C'est-à-dire que tu n'as pas l'envie d'aller chercher le titre chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, il faut aller chercher le titre, entre guillemets, l'ambition c'est de gagner, il faut voir grand. Mais quelque part, les spécialistes et les gens qui se rendent compte un peu des manques qu'on a et surtout de la compétition qu'il va y avoir en l'état avec des joueurs d'un niveau, d'un calibre largement supérieur au nôtre et parfois même des collectifs bien mieux huilés, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne notamment, etc., l'Allemagne, tu te dis oui, on est clairement outsider et aujourd'hui on se regarde vraiment avec un œil un peu de complicité en se disant si on va en quart de finale, c'est très bien. Ouais, donc il y a un truc un peu on a fait le deuil de cette génération dorée qui aurait pu nous emmener au titre et maintenant on essaye de reconstruire. Et pour revenir sur Tedesco, c'est quoi son style de jeu à Tedesco? Est-ce que c'est un peu plus léché que Roberto Martinez, plus offensif, plus de possession, plus de transition? Comment ça joue la Belgique? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que on est sur un football qui n'est plus du tout un jeu de position. Celui de Martinez l'était et on était sur un football de possession, de construction, qui allait en fait quelque part tenter de mettre les individualités dans leurs meilleures conditions. Donc en gros, on était dans un état d'esprit où ces individualités-là devaient, de par leur qualité individuelle, être mis tellement bien en place dans un système que de par eux-mêmes, ils allaient faire la différence. C'est-à-dire que ce qu'on attendait, c'était le coup d'éclat, c'était l'exploit, etc. Seulement, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, au regard parfois des caractères de certains, au regard de l'animation, au regard de comment les choses bougeaient, même au niveau de l'énergie du groupe, en fait, l'équipe, elle n'était pas capable de créer ça. Elle n'était pas capable de faire ça, en fait, tout simplement, parce que ça n'allait plus. Donc, il fallait retrouver d'autres ressources. Et c'est là que l'entêtement de Roberto Martinez et son manque de remise en question a complètement fait tomber l'équipe. La différence de Domenico Tedesco, c'est que lui, tout se passe dans le mouvement. Tout est un jeu de mouvement. On n'est pas dans un jeu de position. Ça veut dire donc qu'il y a une utilisation qui est une utilisation primordiale des joueurs de côté, notamment les ailiers et les latéraux, qui ont je veux dire vraiment une prévalence et surtout un côté fondamental dans le système de Tedesco. De sacrés ailiers, quoi, avec Doku et Bakayoko. En plus, il y a de la matière, quoi. Voilà. Et l'idée aujourd'hui, c'est quelque part d'apprendre à cette équipe à souffrir,
On a vu qu'elle a eu des difficultés à le faire, mais quelque part, elle a quand même un peu réussi à le faire, même si elle a encaissé le but à la fin sur le match amical face à l'Angleterre, le but de Bellingham dans les dernières secondes. Il y a quand même encore le truc de il faut qu'on s'entraîne à essayer de pas reculer, pas faire trop de bêtises, parce que quelque part, on a un peu des défenseurs qui sont un peu poulets sans tête, dans le sens où un face, à un moment donné, ne réfléchit pas quand il doit relancer. On a l'impression qu'il est en district et il va dégager le ballon loin. Il y a à un moment donné un manque de réflexion dans la défense centrale qu'il n'y avait pas sous Martinez. Donc, qu'est-ce que se dit Tedesco? On va faire un jeu qui n'est plus un jeu de position, mais un jeu de mouvement, comme je le disais, avec une animation créée sur base de nos ailiers qui vont à un moment donné écarter très très large et qui vont permettre notamment à nos milieux de terrain d'aller créer des espaces et trouver des espaces en se projetant vers l'avant. Ça veut dire qu'on est toujours dans un football qui est un football quelque part d'attaque-défense. Tu comprends? On est dans un football d'imprévisibilité. Ce qu'on cherche chez Tedesco, c'est le déséquilibre. C'est important ce terme parce que c'est vraiment ce qui va symboliser la Belgique à l'Euro. C'est la création du déséquilibre avec quelque part une espèce de petite pointe qui est un peu le puzzle qui manquait à Tedesco durant toute la qualification, qui va venir s'affiner maintenant à l'Euro, c'est Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne n'avait pas joué tous les matchs. Il n'avait joué aucun match de qualification, donc il n'a jamais été là, sauf lors de la fameuse victoire à Cologne en amical face à l'Allemagne. Et puis il nous avait laissé sur une Coupe du Monde abominable aussi, Kevin De Bruyne, par rapport à son talent, par rapport à son niveau. Il faut qu'il se montre avec la sélection là. On n'a pas l'impression qu'il a envie de se montrer avec la sélection, et c'est souvent aussi le problème de joueurs qui sont exceptionnels. On a souvent d'ailleurs critiqué Thibaut Courtois en se disant mais pourquoi Thibaut Courtois n'est pas le même qu'au Real Madrid? C'est la même chose avec Kevin De Bruyne. Pourquoi Kevin De Bruyne n'est-il pas le même qu'à Manchester City? Parce que la façon dont les fédérations, en tout cas l'entité est mise en place et l'état d'esprit même de la fédération belge, c'est pas du tout le même état d'esprit que celui du Real Madrid ou de Manchester City. Donc forcément, ça a des conséquences sur le jeu, ça a des conséquences sur l'enjeu, ça a des conséquences sur l'état d'esprit du joueur et donc forcément sur ses performances sur le terrain. Voilà. Maintenant, pour revenir sur Tedesco, l'état d'esprit même de Domenico Tedesco, il est d'aller chercher un 5-4 plutôt qu'un 0. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Ouais, donc hyper stimulant à regarder, quoi. Et est-ce que Tedesco, il a réussi à réparer le vestiaire, justement, de toutes ces embrouilles qui avaient éclaté Alors, je sais que Batshuayi est pas là, mais je crois qu'il y avait eu embrouille avec Lukaku. De Bruyne s'était aussi pris la tête avec je sais plus qui. Est-ce que tout ça, ça a été apaisé? Est-ce que le vestiaire est plus calme? Je pense que Tedesco, il a fait au plus simple. C'est un mec un peu pragmatique dans l'état d'esprit et dans la gestion de son groupe. Il a vu qu'il y avait des mecs qui étaient forts pour Lukaku et qui restaient beaucoup proches de lui. Il s'est dit, en fait, Lukaku va à un moment donné sur cette nouvelle génération aller rassembler pas mal de gens. Il est le leader qu'on attend. Sur cette base-là, c'est lui qui va à un moment donné un petit peu, qui va un petit peu, sur lequel on va un petit peu tourner pour aller créer l'énergie du groupe. Ce sera un petit peu notre Michael Jordan à nous, par exemple. Tu vois, c'est vraiment là-dessus qu'on va le faire. Et puis donc, forcément, se pose la question de Courtois. La question de Courtois, quelque part, il n'a pas vraiment réglé, il n'a pas vraiment eu l'envie de la régler. En fait, il s'est rendu compte que ce serait plus compliqué, ça prendrait tellement de temps d'essayer de régler ça, parce que dans le vestiaire, il y a eu des fractures. La vérité, c'est que dans le vestiaire, il y a des gens qui ont très mal pris ce qui s'est passé, qui l'ont vraiment considéré comme un manque de respect total, et des joueurs qui, quelque part, sont bien contents que Thibaut Courtois ne soit pas là. Donc, Tedesco, il aurait dû, quelque part, en arrivant et en faisant venir ce mec-là, encore une fois, manier le chèvre le chou et donc régler un souci qui aurait été très très complexe parce que tu as 7 matchs. Hein. Donc il s'est dit, autant arriver avec des qualités individuelles sur base moins bonne, mais au moins on crée quelque chose avec un groupe. Le problème, c'est qu'à partir du moment du 15 juillet, fin de la compétition européenne, au grand maximum, la Belgique, c'est le en finale, c'est très bien, mais à partir de là, le cas Courtois se repose. Donc là, maintenant, tu as fait ta sélection, il n'y a pas de problème, mais Courtois, il va continuer à jouer, il va continuer à être performant. Il est en finale de Ligue des Champions, peut-être même qu'il va la gagner, ça on verra évidemment, ce sera à mon avis sorti au moment où on a tourné cette histoire. Mais voilà, il y a un vrai problème parce qu'il est dans la non-décision. En fait, le souci de Tedesco, c'est qu'il a décidé de ne pas décider. Et donc derrière, il fait un petit peu le mort, ou en tout cas, il n'a pas vraiment fait les efforts. Moi, ça me rappelle vachement Deschamps-Benzema, ton histoire, tu vois. Le côté, je ferme pas la porte, mais en même temps, on comprend qu'elle est un peu fermée, mais personne s'exprime clairement pour dire c'est fini, donc. Ouais, puis il y a surtout cette espèce de, tu sais, t'as l'impression qu'ils marchent sur des œufs, donc ils disent oui, mais vous savez, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai vraiment tenté
Je l'ai appelé, on a tenté, il m'a pas répondu, machin. Enfin, je veux dire, un, on n'a pas besoin de savoir ça. Et deux, franchement, honnêtement, euh, tu vas pas l'appeler. Tu vas à Madrid, tu le rencontres, tu parles, tu es un homme. On parle de Thibaut Courtois. Je veux dire, Thibaut Meilleur Courtois, gardien du monde, ouais. exactement. Et tu viens de dire un terme qui est absolument dingue. Tu sais pourquoi? Parce que le meilleur gardien du monde n'a pas joué cette saison. Et il s'est renforcé par son absence. Son statut s'est renforcé par son absence. Ça veut dire qu'on n'a jamais trouvé plus fort cette année comme gardien quand on a vu Thibaut Courtois qui n'était même pas là. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, ouais. Je suis complètement d'accord. C'est Ouais, absolument dingue. En fait, on a vu des failles chez plein de gardiens et qui nous ramenaient toujours à cette évidence. Ah ouais, mais c'est Thibaut Courtois en fait. Il n'y a pas plus fort que lui, quoi. Même en n'étant pas là, il n'y a pas plus fort que lui. On va se quitter sur une dernière petite question. Je suis désolé, c'est un peu rapide, mais on va avoir 15 minutes à peu près au total de diffusion. Dans quel postulat, sur quel postulat sont les Belges? Est-ce qu'ils sont conciliants vis-à-vis de cette équipe? Est-ce qu'ils sont patients? Est-ce qu'ils savent qu'il va falloir prendre du temps? Ou est-ce qu'ils ont envie de résultats tout de suite et d'être séduits? Bah écoute, les résultats tout de suite, je pense que la majorité n'y attendent vraiment pas. Je pense que l'idée, c'est vraiment de créer une équipe qui va pouvoir faire vibrer le pays et dont on sent qu'elle a un avenir clair et bien défini. Donc en gros, ce qu'on attend, c'est des révélations, ou en tout cas des gens qu'on attend en étant véritablement des révélations qui vont s'affirmer au fil de la compétition. Par exemple, t'espères qui, toi, comme révélation? Moi, je veux voir, à titre personnel, beaucoup auraient parlé de Doku, je vais me concentrer sur Yohan Bakayoko. Pourquoi? Parce que Yohan Bakayoko, pour moi, est en une époque charnière de sa carrière. Il sait, ça c'est des informations qu'on a données, il est dans la shortlist de Liverpool, Vincent Kompany l'apprécie énormément, Max Eberl aussi, donc possiblement le Bayern pourrait aller sur lui après l'Euro. Il y a cette compétition qui arrive au momentum parfait, quart de finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur du championnat des Pays-Bas et des statistiques absolument magnifiques dans le championnat des Pays-Bas. Donc aujourd'hui, il doit faire, et je vais terminer parce que c'est une phrase que je dis tout le temps, mais il doit faire il salto di qualità. Il doit faire le saut de qualité. Et à partir du moment où il y parviendra, alors dans ce cas-là, il montrera à ces prétendants-là et ces grands clubs-là qu'il est capable d'aller faire ce truc-là. Moi, je l'attends. Parce que Doku, je l'ai vu. Je pense qu'il est capable. Je pense que Doku, on sait à peu près, il pourrait nous éblouir, il pourrait nous montrer des choses exceptionnelles. Mais Yohan Bakayoko n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vous prouver des trucs. Et surtout, en équipe nationale, pour le moment, bah, c'est pas lui qui a la faveur de Tedesco. C'est Dodi Lukebakio qui n'est pas titulaire avec Séville. Donc, tu vois, il a beaucoup de choses à jouer. Et pour moi, c'est véritablement l'enjeu de la Belgique à 7 euros. Comment Yohan Bakayoko va faire briller la Belgique? Toi, Tom, qu'est-ce que tu en penses de la Belgique, de leur chance, etc. Franchement, il y a du talent, hein, ça c'est clair que cette équipe-là, elle n'est pas forcément aussi talentueuse qu'elle a pu l'être par le passé. On pense évidemment à 2018 notamment, qui a perdu beaucoup de cadres et qui a des grosses lacunes, notamment défensivement, hein. Bien sûr, de se retrouver à un euro avec Théâtre, par exemple, en défense, c'est pas On forcément connaît bien. ce qu'on Que Jules voudrait. connaît bien. Jules connaît bien. Mais voilà, ça reste une équipe compétitive qui est peut-être plus courtois parce que pas de problème de sélection, mais au moins avec De Bruyne et Lukaku, peut vraiment faire quelque chose cet été. C'est un peu la dernière chance, j'ai l'impression. Il y a certains joueurs qui arrivent un peu sur leur fin de pique. Lukaku n'est clairement plus le même qu'il était avant, même si en sélection, ça tabasse toujours autant. Donc voilà, il faut aller chercher quelque chose. Et puis bon, on notera évidemment le maillot extérieur magnifique, inspiré de Toujours, Tintin. toujours, toujours. Ça fait partie du jeu Ils sont aussi. toujours à la pointe du maillot. Mais effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a une impression de fin de cycle qui, je pense, transparaît pas mal de cette équipe. Et on verra bien parce que finalement, c'est peut-être quand on les attend le moins que la Belgique est là. Donc, Le Portugal 2016, hein, c'était un peu ça. ouais, Fin de cycle exactement. pour plein de joueurs et que finalement, ça l'a fait. Donc, on leur souhaite à nos amis belges. Et pour terminer ce groupe, Tom, il me semble que tu vas nous parler de la Slovaquie. Oui, la Slovaquie qui est assez compliquée à trouver, hein, de spécialistes en France. Bizarrement, c'est pas un pays qu'on connaît. Oui, mais tu as un réseau large comme l'Atlantique. Ouais, alors moi je vais les retrouver. J'ai un spécialiste que j'ai trouvé en ligne de la BBC et de The Athletic qui avait fait la preview pour la Slovaquie en 2021 pour l'Euro. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc Lukas Vrabik qui m'a aidé ce matin avec quelques notes audio. Mais bon, il y avait plein de contenu en ligne aussi pour s'appuyer là-dessus. Et du coup, Tom, cette sélection slovaque, qu'est-ce qu'on peut en attendre classiquement?
Forcément, l'équipe slovaque, c'est pas grand-chose sur la scène internationale en tant que Slovaquie. Bien sûr, il y a une grande historique en tant que Tchécoslovaquie. La petite stat que je trouve sympa, c'est que forcément quand tu gagnes, l'Euro, tu rentres dans le grand panthéon de cette compétition-là. Mais, 7 des 11 titulaires, de la finale de 76, pas Panenka évidemment, mais, d'autres, en tout cas les 7 des 11 titulaires étaient, slovaques, d'origine en tout cas. Donc, bah, ça fait quand même une grosse partie de l'histoire. Les 2 derniers tournois, auxquels ils ont participé, donc 2016, la défaite contre le Pays de Galles, la Russie, ils ont gagné, et le nul contre l'Angleterre, une belle défaite 3-0 contre l'Allemagne, en huitième. Et le dernier, ils se sont fait un peu ridiculiser, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une victoire contre la Pologne, mais une défaite contre la Suède et une énorme gifle, contre l'Espagne, 5-0. Voilà, c'était pas suffisant, pour passer au prochain tour avec la différence de but. Aujourd'hui, il y a un groupe qui se construit. C'est pas forcément la plus talentueuse, mais, les spécialistes semblent dire que, ils sont un peu aigris, les supporters, parce que franchement, il y a un peu de talent un peu de partout, même si c'est un peu vieillissant. Ils ont quand même réussi à finir leur phase de qualif avec, que 2 défaites contre le Portugal à chaque fois, avec un but d'écart, notamment une belle performance, au Portugal avec une défaite que 3-2. Mais bon, après le reste du groupe, c'était, le Liechtenstein, le Luxembourg, l'Islande et la Bosnie. Il faut se dire qu'ils ont, remonté un peu la pente, parce que notamment le Luxembourg semblait mieux parti qu'eux, notamment en début de qualif où c'était un peu l'équipe hype, à lancer. Et puis, franchement, ils se sont bien rattrapés, et ils ont marqué quand même, quelques buts importants. Aujourd'hui, que attendre de la Slovaquie cet été en tout cas? Ça, c'est un peu la question. Ouais, et du coup, évidemment, tu t'en doutes, je vais pas te laisser tranquille avec ça. Donc qu'est-ce qu'on peut en attendre? On a compris qu'il y avait pas mal d'incertitudes, mais est-ce que tu peux au moins nous parler du groupe, de l'entraîneur, est-ce qu'il y a des idées tactiques? Est-ce que c'est un jeu qu'on peut imaginer, un style de jeu particulier? Alors, bon, c'est le 4e italien, qui sera coach, sur le banc cet été, c'est quand même assez important à noter. Francesco Colzona, qui était aussi coach du Napoli sur la fin de saison, donc il avait un peu la double casquette, assez unique, hein, comme rôle. Il est là depuis, 2022, c'est le premier coach étranger, de la République tchèque, de la Slovaquie, on va pas Là, faire la attention, connerie, attention, ouais, attention. voilà. Comme d'autres coachs italiens, ils sont un peu prônés par le jeu. C'est cette nouvelle génération qui vraiment veut jouer de derrière, qui va faire du pressing. Alors évidemment, c'est pas simple contre le Portugal notamment, mais quand tu fais des plus petites équipes, ils peuvent imposer leur jeu, partir de derrière. Ils ont pas mal de mal à rentrer dans la surface adverse. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de tireurs, de loin. Ils marquent beaucoup de buts en dehors de la surface, donc ça sera peut-être à noter, cet été pour la Belgique notamment. Évidemment, nous, les joueurs qu'on connaît de la Slovaquie, c'était plutôt Marek Hamšík, qui aujourd'hui fait partie du staff. Aujourd'hui, c'est un peu le team manager qui vient rapporter de l'ambiance, au rassemblement, donc ça, c'est plutôt sympa à voir. Tant qu'il C'est coupe pas les cheveux de ses coéquipiers, moi ça me va. Ouais. Il a plus la crête. Aujourd'hui, si vous avez trouvé des J'ai photos, vu, j'ai il vu. a retiré sa crête, il est un peu plus posé. Et franchement, la dernière chose à noter, c'était qu'ils sont plutôt, très bons, voilà, en pressing, c'est assez intéressant, à ce niveau international, c'est pas forcément évident de s'organiser comme ça. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Calzona a réussi à s'imposer un vrai style de jeu, après à voir s'ils pourront l'appliquer contre des plus grosses, sélections. Et comme on est, sur 11e art, désolé, mais je te lance aussi un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a une, culture slovaque du foot qui est particulière? Est-ce qu'on peut s'attendre, je sais pas, à une arrivée massive de supporters? On s'était posé la question, tu vois, pour la Hongrie, qui est un pays qui est assez proche de l'Allemagne géographiquement. La Slovaquie, c'est pas très loin non plus. Est-ce que disons que ça transcende un peu le pays, cet Euro, ou pas tellement finalement, ce sera un épisode comme un autre? Alors pas forcément, même, c'était quelque chose que Lucas m'a dit, c'est que, leur dernier match de, préparation hier, le stade n'était même pas plein. C'est-à-dire qu'ils sont, comme je disais un peu en début de prévu, ils sont un peu aigris par le foot en général. Alors il y a une petite culture quand même au niveau club, mais c'est pas non plus, comme la Hongrie, justement. Et la sélection, en fait, vu que Calzona, il avait 2 rôles en même temps, il n'avait pas à complètement s'imposer, c'était pas toujours le football le plus excitant du monde, même s'il essaye et qu'il fait un peu avec les moyens du bord. J'en parlerai un peu dans les faiblesses, hein, de ce groupe très vieillissant. Ça va être compliqué de voir des grosses, vagues slovaques cet été, d'autant plus que c'est un tout petit pays quand même, un peu comme la Slovénie à côté. Hem, donc voilà, je pense pas qu'on s'attend à des très gros contingents, slovaques, mais bon, ils vont suivre, hein, et forcément, si, les résultats sont là, je pense qu'ils n'auront pas de mal
à traverser la frontière et se trouver de nouveaux billets pour le suite de la compétition s'ils se qualifient. Et bah, du coup, c'est bien, tu me lances sur une nouvelle question qui peut arriver vite. Est-ce que tu peux nous dire en 3 mots les forces, les faiblesses de cette équipe? Ouais, alors, il y a quand même quelques joueurs stars qu'on pourra connaître quand même, en France, notamment, Milan Skriniar qui fait une saison un peu, en dents de scie avec le PSG, mais qui reste quand même un cadre et le capitaine de cette sélection. Moi, je pense que la star de cette équipe-là, c'est plutôt Lobotka qui fait une très, très grosse saison avec le Napoli, qui monte en nombre de minutes et qui évidemment, le Napoli, c'était pas forcément très régulier cette année, mais lui, c'est un joueur magnifique qui fait partie notamment des artilleurs de loin pour des grosses, grosses frappes. Mais il y avait un joueur que moi je veux souligner, c'est quand même Hanko qui est central slash latéral avec le Feyenoord, qui, bon, bah, tous les supporters du Feyenoord disent que c'est en gros le meilleur défenseur qui ait jamais joué pour le club. Ça en dit assez long pour l'historique de ce magnifique club aux Pays-Bas. Effectivement, ouais. Voilà. Mais la force, clairement, c'est au milieu de terrain. C'est un triangle entre le 6 et l'axe gauche. Défensivement, c'est assez solide, mais voilà, ça vient un peu plus sur les faiblesses de cette équipe-là, qui est plutôt dans la vieillesse de l'effectif, notamment Dubravka dans les buts, qui a 37 ans, qui a peut-être joué un petit peu avec Newcastle avec la blessure de Nick Pope cette année, mais qui n'est pas non plus à son meilleur niveau. Pekarik, qui a 37 ans, qui est le latéral droit. Kushka, 37 ans aussi, milieu de terrain. Douda, 29 ans aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs vieillissants qui n'ont peut-être pas l'endurance qu'ils pourraient avant, qui ont peut-être l'expérience de certains tournois et du haut niveau, mais qui ne sont pas non plus un très très haut niveau. Et puis, vrai problème, c'est dans l'axe de l'attaque, même s'ils ont des qualités sur les ailes, notamment Araslin. L'axe, bah, ce sera probablement Bosenic qui marque quelques buts avec Boavista, mais bon, c'est pas non plus du très très haut niveau au Portugal. Donc voilà, ils ont peut-être un peu de mal à rentrer dans la surface et marquer des petits buts. Moi, forcément, j'ai une petite attache avec le petit Souslov qui a joué à Groningen, que j'avais pu voir jouer quand j'habitais là-bas. Ou bien Qui parce qu'il joue, s'appelle Souslov, tout simplement, Tom. c'est ça aussi, Thomas Souslov, qui joue très régulièrement avec le Hellas Vérone aujourd'hui, qui a vraiment du talent et qui peut montrer quelque chose sur le milieu droit. Après, voilà, ce sera plutôt une équipe généralement assez compacte, qui va jouer avec ses forces d'équipe plutôt que sur les individualités, parce que je pense que donc clairement pas le niveau d'autres sélections, alors que peut-être dans le groupe, on va en parler. Est-ce qu'ils peuvent exister? Je pense que oui. Bah, du coup, c'est bien, tu prépares ma transition, mais on a, si je résume rapidement, dans ce groupe E, on a une Ukraine dont on connaît les bases solides et qui monte un peu en puissance, une Belgique qui est plus aussi rayonnante qu'avant, mais qui va être un peu revancharde, une Roumanie avec beaucoup, beaucoup d'interrogations, et une Slovaquie qu'on connaît très peu. Toi, qu'est-ce que tu imagines pour la sortie de ce groupe E? J'ai l'impression que niveau de talent, c'est clair que la Belgique et l'Ukraine sont plutôt au-dessus, notamment sur les individualités, hein, parce que même si c'est pas très cohérent toujours avec l'Ukraine, même si Rebrov fait des très bonnes choses, c'est clair que le niveau individuel de certains joueurs peut leur faire démarquer sur des matchs clés et des moments clés de certains matchs. Je pense que ça va être dur pour la Slovaquie, la Roumanie de se faire une vraie place dans ce groupe-là. Ils sont un petit peu un niveau au-dessus. C'est les deux effectifs, entre guillemets, les moins, avec la moins grosse valeur, si on prend vraiment du purement statistique sur Transfermarkt. Il y a des beaux joueurs à suivre dans les deux sélections. Les spécialistes en parlent aussi bien que moi, je pense, voire beaucoup mieux. Mais on n'y va pas juste pour l'ambiance. C'est-à-dire que l'ambiance de groupe de la Slovaquie et de la Roumanie, ils se connaissent bien. C'est sympa, c'est bien d'être présent à l'Euro. Est-ce que ça permet de sortir du groupe? Je sais pas. Je vois pas. Je sais pas comment toi tu vois le classement final, par exemple. Non, bah, moi je le vois, je te dis forcément, je pense que l'Ukraine, c'est une équipe qu'il faut, toujours analyser avec beaucoup «d'émotion» entre guillemets, donc je pense qu'ils vont jouer à l'émotion. Donc si Notamment l'émotion en tourne, Allemagne, il y a ouais, bien beaucoup sûr, de et si représentants. l'émotion tourne vers eux, bah, forcément, je pense qu'on peut en attendre beaucoup dans cet Euro. Mais à l'inverse, je pense que ça peut aussi, faire vite, une chute vers le bas si jamais les choses se passent pas bien. La Belgique, bon, moi je vais pas être très objectif parce que j'y ai des attaches de cœur assez importantes, mais forcément je les vois quand même se qualifier. Je pense que du coup, le fait qu'on en attend beaucoup moins, enfin là j'étais en Belgique récemment, tu vois, les gens sont quand même beaucoup moins hypés par cette équipe que ça pouvait l'être il y a 5-6 ans. Donc bon, je pense que c'est peut-être la meilleure position à avoir pour eux, c'est-à-dire que comme on n'en attend rien, bah, c'est peut-être le moment d'en faire quelque chose. Et alors la Roumanie et la Slovaquie, pour moi, c'est des vrais, vrais inconnus, quoi. J'ai vraiment aucune idée du niveau de ces équipes-là. J'ai vraiment du mal à me représenter de ce qu'ils vont faire.
Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que ces previews existent et on remercie tous les spécialistes qui nous éclairent sur ces questions-là. Mais c'est vrai que du coup, un peu comme toi, quoi, je sépare le groupe en deux avec 2 équipes que je peux imaginer assez facilement perfait et 2 autres que je mettrais un peu vite au placard, mais pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas, quoi. Ouais, et tu vois peut-être la possibilité que la Belgique finisse deuxième? Ouais, carrément. Possibilité, ouais. Pour moi, c'est carrément une possibilité. Et je te dis surtout si en fait l'émotion ukrainienne s'emballe un peu. Tu vois, je les imagine sans difficulté battre la Belgique sur un match. Oui, complètement. Je pense que je t'accorde là-dessus. Je pense que c'est pas forcément le gros pari de dire que la Belgique sera pas forcément dans les favorites, ni même dans les outsiders, hein. C'est pas Un peu forcément comme le à cas. la Coupe du Monde, hein, la dernière Coupe du Monde. Enfin, tu vois, Exactement. c'était un peu ce qu'on s'était dit déjà à l'époque dans les previews, je me souviens. Que Ça la serait bien de Belgique, on sortir des les poules cette imaginait fois-ci, pas tu vois. oui, oui, mais tu vois, on les imaginait pas forcément passer le premier tour. Donc là, tu vois, tout peut arriver aussi, quoi. Mais je pense qu'après la déception de ces dernières compétitions, bah, finalement, il y a plus grand-chose à perdre. Il y a quelques cadres, tu vois, qui ont 2-3 revanches à prendre et bah, pourquoi pas faire quelque chose, tu vois? Ils ont déjà un meilleur maillot que le Pimp My Ride de la dernière fois. C'est peut-être. Ça, c'est sûr, ouais, ça, c'est sûr. On pouvait difficilement faire pire. Très bien. Eh bien, Tom, on s'arrête ici pour ce groupe E. Et on espère que vous resterez avec nous durant toute la durée de l'Euro. On vous le rappelle, hein, on a des dispositifs qui démarrent avec des émissions en ligne. On envahit la cité fertile à partir du démarrage de l'Euro, donc on vous y attend très nombreux. Et Tom, je te dis à bientôt. À bientôt.